Grégoire, bonjour, bienvenue, tu vas bien? Je suis très content d'être là. Bah moi aussi, je suis très content que tu sois là. Pour vous mettre le contexte, je suis venu à Toulouse. Ouais. Depuis Strasbourg, j'ai fait 2-3 enregistrements ici dans la région toulousaine. Je vais dans le Tarn après au Castres Olympique, tu vois. Donc on est dans le rugby et ça tombe bien. On va parler rugby aujourd'hui. Je sais que t'es un fan de rugby, Ouais. mais il y a beaucoup de gens peut-être du rugby qui potentiellement te connaissent pas, même si je pense qu'il y en a plus beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Grégoire? Ouais, donc je m'appelle Grégoire Gibaud, je suis kiné depuis 15 ans, je suis thérapeute manuel depuis 10 ans maintenant, et enseignant en thérapie manuelle depuis 8 ans. Et les gens me connaissent plus parce que ma passion, c'est la vulgarisation scientifique. J'ai créé Major Mouvement, qui est un compte de vulgarisation scientifique dans le domaine de la kiné, du sport, du bien-être, sur à peu près tous les réseaux sociaux, et je suis auteur de 3 livres. Et ça, je le fais depuis 8 ans aussi. Ok, ça marche, oui. Donc, tu as vraiment multifacette, ce côté... Tu pratiques encore en cabinet libéral? 2 jours par semaine. Donc, tu es libéral, formateur pour les kinés. Ouais. Et du coup, beaucoup de médias, de radio, de télé. Exactement. Conférencier. Oui. Et du coup, écrivain. Oui. Ça fait beaucoup. Bah, ça s'est construit sur les années, vraiment. En fait, j'ai eu la chance d'être entouré par les bonnes personnes qui, dès le départ, m'ont un peu expliqué ce que c'est la vie d'entrepreneur, les casquettes d'entrepreneur, le temps que ça prend, les sacrifices que ça demande. Et donc, j'ai pas construit tout ça d'un coup. J'ai eu les bons coups de pouce quand il fallait. Je crois que c'est ça que parfois les gens se rendent pas compte. C'est en fait à quel point aujourd'hui Major Mouvement, c'est vraiment devenu une grosse entreprise. Alors, grosse entreprise, c'est par rapport à ce que peut être un cabinet de kiné, par exemple, qui est mon référentiel à moi. C'est-à-dire que il y a vraiment 6 personnes qui bossent autour de Major Mouvement, mais comme une entreprise familiale, chacun... Guillaume, qu'on a croisé juste avant, directeur de croisé, production. On est tous multitâches. Et après, ça peut créer un pôle de jusqu'à 22 personnes qui bossent autour de moi. Qui va du mec qui fait la miniature pour les vidéos YouTube, aux 3 personnes qui gèrent la planification pour les podcasts. Ouais, il y a du monde qui bosse. Ouais. Mais c'est moi qui imagine tout ce que je vais faire, les écrit, les incarne, les valide. Ok, oui, intéressant. Et du coup, ça te décharge aussi toute cette partie extérieure là, Exactement. qui serait ultra chronophage et qui te permettra pas et puis qui demande un vrai savoir-faire en fait, que je n'ai pas. Complètement. Intéressant. Aujourd'hui, pour dire un petit peu les thèmes qu'on va aborder, j'aimerais bien pour les joueurs qui nous écoutent, qu'on parle un petit peu de remise en charge progressive quand même. Ouais. Pas cet aspect vraiment du soin, cet aspect au moment où, surtout beaucoup de joueurs amateurs qui nous écoutent, ou dans les centres de formation, tu vois, ou même dans des divisions nationales, fédérales, où t'es encadré mais pas trop, tu vas mieux et tu sors de la table et t'arrives sur le terrain. Et ce passage-là, comment on peut un peu remettre en charge, c'est le premier thème. Ouais. Puis après, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin sur... tu vois, t'as de l'exposition, comme certains joueurs avec qui j'ai discuté sur d'autres épisodes, comme Hugo Reus, qui a La Rochelle, c'est le petit jeune champion du monde, moins de 20 ans, qui a eu toujours tout de suite une hyper exposition, hyper médiatisation. Toi, je pense que c'est des choses que tu commences à connaître, à devoir gérer le regard des autres, les critiques, donc j'aimerais bien qu'on aille un petit peu là-dessus. Bien sûr. J'aimerais bien aussi qu'on aille un peu sur, tu l'as dit, donc je me permets de le citer, que tu étais hyper sensible. Et pour moi, c'est quelque chose, la sensibilité, les émotions, l'amour, pour dire le mot, c'est des choses qu'on a un peu du mal encore dans ce rugby très macho et viril à se dire, et je pense que ça a un impact énorme sur la performance. Donc j'aimerais aussi qu'on aille un petit peu là. Bien sûr. Et qu'on parle un petit peu d'après-carrière, comme tu voulais. Et l'après-carrière, c'est un sujet qui est méga tabou, que je trouve fascinant. Ouais, complètement. Donc tu vois, il va falloir qu'on se bouge. Hein, on va se bouger. La remise en charge progressive, un mec se pète au jour d'aujourd'hui, et souvent la problématique qu'on a, c'est qu'il vient de finir sa rééducation et il arrive sur le terrain, il est excité comme pas deux parce qu'il a plus mal à la cheville, à l'ischio, et c'est parti, et là c'est trop vite, trop fort, et ça repète. Quel conseil tu donnerais à un mec qui doit revenir? Alors, tu as hyper bien résumé la situation. Je crois qu'il y a un truc que j'aimerais bien dire, c'est que les blessures du rugby, globalement, elles sont bien identifiées. Il n'y en a pas 10 000. Donc, on va avoir les croisés, on va avoir éventuellement le trauma crânien et ou l'entorse cervicale et ou le KO. On va avoir les épaules, qui sont les 3 plus gros trucs. Tu rajoutes à ça de l'entorse de cheville, tu rajoutes à ça de l'entorse du genou. Tout ce qui est hématome, globalement, du trauma et du coup, ça passe à la trappe, on le traite pas. Tu vas avoir, de la lésion musculaire. La lésion musculaire sur les 3/4 au niveau des ischios et éventuellement parfois dans des rucks où tu peux faire des chutes malvenues, des lésions des ischios aussi quand tu es en train de batailler sur un déblayage. Comme Julien Marchand à la dernière Coupe du Monde voilà, c'est assez hyper-extension. Ouais. Donc ça nous donne 7 grandes pathologies. Je crois que, j'en ai pas oublié de majeur. Après, tu vas avoir des trucs
qui sont très spécifiques. Très spécifiques, du gros trauma. Tu vas avoir parfois des trucs très impressionnants, de la fracture de l'acétabulum, tu vas avoir des fractures cognitives du coude, voilà, qui sont plus rares, mais qui arrivent. Donc au moins sur cette pathologie, quelque part, ça nous donne beaucoup de data, parce qu'on a beaucoup de blessures dans ce sens-là, et qu'on trouve des patterns communs, à savoir, je me suis blessé, la prise en charge sur les terrains est globalement plutôt bonne quand même. Je trouve que pour l'encadrement rugby, y compris en amateur, on a des bons protocoles. C'est-à-dire qu'on a les interventions, que ce soit à l'entraînement, que ce soit sur les terrains, on fait venir les pompiers, on a une bonne prise en charge, même psychologique du joueur sur le terrain. Modulo, il y a toujours des exceptions, mais voilà, il y a un temps de jeu où on s'arrête, où on prend le temps de saluer le mec sur le départ. C'est hyper important, ça. Tu vois, c'est pas pareil de se faire une blessure comme ça, d'être encadré, que la même blessure de la fracture de la clavicule quand t'es à 20 km tout seul au milieu de ta campagne, quoi, et que c'est un hélico que tu vas devoir débourser 5000 balles qui va venir te chercher. Ce contexte-là, il est important parce que psychologiquement, ça va faire que, ok, tu t'es blessé, mais on est conditionné dans le cadre du rugby à savoir que la blessure fait partie du jeu. C'est le deal. On sait tous que quand on rentre sur un terrain, il y a le risque d'être pété. Ce deal, il est là, il est signé au départ, mais il a un versant négatif de ça. C'est que comme on a, une forme de grande tolérance, résilience à la blessure, eh bien, en fait, on va le retrouver sur, en fait, comme la douleur, c'est normal, je vais reprendre sur le terrain et ça fait partie du jeu. Complètement. Tu vois tout le storytelling? Donc, tu as ta blessure. Les examens médicaux, ça fait chier, mais tu pars avec un ou deux collègues, on arrive tous en sentant la terre sur le terrain. Globalement, le passage aux urgences, tu sais que tu passes ton dimanche. Tu retournes le lundi, mardi, il faut dire à maman, à papa ou à ta femme, voilà, je suis immobilisé, ça fait chier. Au boulot, ça fait chier. Se posera du coup finalement la vraie question de que ce soit plutôt amateur, mais quand tu arrives à 25, 27, 28, 30, 35, que tu as des responsabilités professionnelles, relou d'être en béquille, et ainsi de suite. Bref, on arrive à ce stade-là, tu fais ta rééducation, et là aussi, globalement, la rééducation, c'est plutôt bien encadré. Toutes les blessures que je vous ai évoquées, à part les séquelles de trauma crânien, on est plutôt bon dessus. Les croisés, on est bon dessus. Les luxations d'épaule, on est bon dessus. Les ménisques, on est bon dessus. Les fractures, on est bon dessus. C'est long, c'est chiant, mais une fois de plus, franchement, je pense que toi comme moi, les rugbyman, ils le savent. Ça fait partie du deal. C'est des mecs qui sont souvent bien impliqués dans leur rééducation. On a plutôt des problématiques de mecs qui sont trop impliqués dans leur rééducation. Le problème principal étant ceux qui se font les croisés, qui veulent revenir sur les terrains avant les protocoles. On a une autre petite problématique, mais qui est en train de se lisser avec le temps, c'est les mecs qui ont tendance à être en post-op un peu trop portés sur la teuf. En fait, alcool et post-op, ça marche pas. En gros, le profil, c'est je me suis fait opérer des croisés, j'ai 3 semaines d'arrêt de travail, j'en profite pour picoler pendant 3 semaines. Ton corps, il peut pas tolérer autant d'excès et de la cicatrisation. Ça a été une des problématiques. Moi, j'ai bossé au CERS à Cap-Breton. Exactement. Et maintenant, ils ont dû interdire en fait les soirées et que les mecs partent parce qu'en fait, tu parles que des sportifs et des sportives remplis d'adrénaline qui étaient là. En fait, ils passaient 3 semaines à faire la bringue et finalement, ils avaient des tests avant et après qui étaient moins bons parce que autant ils bossaient, autant tous les soirs, ça se mettait des quilles, quoi. Exactement. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que, je sais pas toi, c'est un peu comme une sorte de système pyramidal. Ce qui se passe au CERS, ça va découler sur l'intégralité de la rééducation en France. Déjà, ce qui se passe au CERS reste au CERS. C'est ça, première règle. Y compris pour les kinés, y compris pour les stagiaires kinés. Moi, j'ai jamais foutu les pieds, mais même aux IKE, on entendait encore ce qui se passait au CERS en stage. Je vais te raconter une anecdote. J'étais pas au CERS. J'étais en K2 et il y avait une autre kiné, donc j'étais étudiant kiné, il y avait une autre étudiante kiné, elle handballeuse, mignonne comme tout, on était célib tous les deux et il y avait un de nos patients en commun qui lui justement s'était fait une fracture de l'acétabulum. Autant vous dire que pour vous faire une fracture de l'acétabulum, faut vraiment y aller. Il s'était fait plaquer, il était 3e ligne, il s'était fait plaquer, il avait le ballon. Sur terrain gelé, le mec l'a soulevé plaquage cathédral et l'avait reposé au sol, sauf que l'acétabulum, c'est l'articulation de la hanche.
Et du coup, vous imaginez qu'il le lève et qu'il le replonge et qu'il est tombé le bassin sur le côté. Du coup, il s'est retrouvé le bassin comprimé entre l'épaule du plaqueur et le sol. Avec une force de compression et le sol vraiment très dur, ça lui a éclaté la hanche. Et pour lui, il a eu de la chance de pouvoir remarcher. C'est des fractures assez rares qu'on retrouve la plupart du temps dans des accidents de voiture. Bref. Et lui, il avait la nana dans le viseur. Et sauf que moi, à la fin de la journée, je pouvais sortir du centre de rééducation pour aller boire des coups avec elle. Et il savait pas que je l'avais dans le viseur, je savais pas qu'il avait dans le viseur, et lui et moi, on était copains. Et quand 4 jours après, il avait su que elle et moi, on sortait un petit peu ensemble, et il m'en avait beaucoup voulu. Il m'avait dit, putain, poulet, je croyais qu'on était potes et tout. Et Deuxième coup de massue. La hanche, pourquoi pas. Mais la handballeuse, non. Et moi, je me suis dit, merde, je suis désolé, je savais pas du tout que tu l'avais dans le viseur. Franchement, elle est mignonne et tout. T'as pas pris en compte le biopsychosocial. Non, voilà, j'ai merdé plein pot. Bref. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire ce qui se passe au CERS reste au CERS, mais sur certains trucs, il y a prescription. Alors. La remise en charge. La remise en charge. Ce qui va se passer globalement entre le trauma, la rééducation, ça se passe bien. Et finalement, il y a un grand chaînon manquant qui est petit à petit en train de se combler, qui est de j'ai fini ma rééduque et je retourne sur le terrain. Je te parle de ça, moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand je suis sorti du métier. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolution, mais c'est pas encore complètement comblé. Ce chaînon manquant fait que, on va être franc, hein, nous les kinés, on n'était pas bons sur l'arrêt attelé. Les enseignants en APA n'étaient pas encore suffisamment connus. Les préparateurs physiques n'étaient pas encore suffisamment connus. Globalement, la notion de la préparation physique après blessure n'était pas suffisamment connue. Et on disait aux gars, ok, t'es bon sur mes tests cliniques, qui, soit dit en passant, les tests cliniques de reprise de sport il y a 10 à 15 ans, c'était un sketch. Hein. Vraiment, on disait, t'es capable de courir autour d'un terrain, c'est bon, tu peux aller jouer dimanche. Allez, fais un peu de corde à sauter quand même, et puis c'est parti. Fais un peu de corde à sauter, et c'est bon, ça ira. Ou, c'est bon, t'es capable de faire 50 au squat, voilà, 50 kilos au squat, c'est bon, t'es prêt à jouer dimanche. Et donc, on se retrouvait pas mal avec des gars qui avaient fini une rééducation. Alors certes, ils avaient fini une rééducation pour la vie de tous les jours de monsieur et madame tout le monde. La phase algique. La phase algique. Mais devinez quoi, un match de rugby et même un entraînement de rugby, c'est 20 fois plus de contraintes que la vie de tous les jours. Et du coup, on avait des mecs qui finalement jouaient toujours plus ou moins blessés parce qu'ils n'avaient pas récupéré à 100%, ils avaient récupéré à 50-60% et finalement se retrouvaient avec des surblessures. Parce que oui, le jeu est tel que si jamais tu traînes une petite lésion au niveau des ischio-jambiers, ça va faire que ton accélération, là où toi dans ta tête tu la vois à 100%, elle va être à 80%. Tu vas être en retard sur le ballon que tu étais censé choper, comme tu vas être en retard sur le ballon que tu vas être censé choper, tu vas plus t'exposer à prendre un plaquage que tu n'avais pas vu venir. C'est tellement de paramètres en fait, qui se joue en une fraction de seconde, que finalement, toi, tout ce que tu veux, c'est jouer, mais en fait, tu te surexposes à des blessures. Et c'est là où je t'avais dit le conditionnement plutôt favorable qu'on a en début de blessure, il devient défavorable à ce moment-là, c'est qu'on a tellement envie de jouer qu'on se probablement surévalue, et je dis on parce que je m'inclus aussi dedans, dans le mode c'est bon, je gère, un peu comme quand t'as un peu trop picolé et que tu devrais pas conduire et que t'es en mode c'est bon, je gère. Ouais. Et oui, c'est vrai que tu gères, sauf qu'en fait, si jamais il y a le moindre couac... Ouais, puis t'as cet effet groupe, bien sûr. Bien sûr que t'as tu rentres sur le terrain, tu l'as pas touché depuis 2 mois à l'herbe, t'arrives, t'as des copains, tu as le ballon, c'est parti. C'est parti, et puis Tu peux pas demander à un joueur presque d'avoir le recul nécessaire. Et évidemment, tu peux pas leur demander. Et de toute façon, en vrai, on va pas se mentir, quand bien même tu le regardes droit dans les yeux, et tu lui dis, mec, t'as ça et ça et ça à faire, il va te dire quoi? Il va te dire oui, hein. Mais dans sa tête, au moment où il te le dit, oui, il y croit. Bien sûr. Mais en fait, il va y croire 12 heures, 24 heures, puis il y a l'annonce de la compo, puis ça va lui chatouiller dans le bas du ventre, et le dimanche, il a qu'une envie, c'est d'être sur le terrain. Et en vrai, toi, comme moi, pour être joueur, c'est toute la beauté du sport, en fait. Bien sûr. C'est ce côté où il y a que ça qui compte. Et tu te transcendes pour le copain. Tu te transcendes pour le copain, pour le jeu, pour le ballon. C'est drôle, tu vois, moi je m'en suis rendu compte et on en reparlera à la fin. Je me suis tapé des allers-retours à Dole au mois de décembre. 6 heures de bus aller, 6 heures de bus retour pour être remplaçant sur un match où on prenait 40 grains.
c'était les plus belles journées de ma vie. Ah oui, surtout le retour. Surtout le retour. et tu vois, je jouais ailier, autant te dire qu'à Dole, quand il neige, Match d'hiver à Dole. à Dole, ou juste te faire marcher sur les pieds, ça fait mal. Faut être passionné là. Et là, c'était les plus beaux moments de ma vie. Donc en fait, il y a un conditionnement qui est fascinant dans le rugby que seuls les rugbyman peuvent connaître, et que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel, qui fait qu'en fait, la blessure, tu l'acceptes, tu en composes, et que ce chaînon manquant, quelque part, c'est pas les joueurs qui vont chercher à le combler. Rares sont les joueurs qui vont prendre leur préparation physique de leur côté. Et c'est là où je dois avouer qu'il y a eu une très belle évolution au sein des clubs, une fois de plus, de l'amateur au professionnel, de la part de la préparateur physique. C'est que, peut-être au travers de la volonté de la performance, probablement, parce que c'est ce qui nous drive le plus, que l'anti-blessure, on a commencé à mettre en place des protocoles de préparateurs physiques. Ce qu'il y a de génial, c'est que le rugby, c'est un sport qui est généreux. Et donc, dans la plupart des clubs, il y a des kinés, il y a des préparateurs physiques, il y a des enseignants en APA qui vraiment d'un point de vue démocratique, en fait, ont commencé à mettre en place des petits protocoles qui ont bien plu. Il y a 15 ans, moi, il y avait un seul mec dans mon club qui faisait de la préparation de physique et tout le monde se foutait de la gueule. Et que quand il se foutait de sa gueule et que quand il prenait des protes à la fin de ses entraînements, tout le monde le disait qu'il était dopé. Ouais. Il y a eu une évolution à l'image du top 14 de profil hyper physique, notamment au niveau des trois quarts, qui a fait « Ok, on a un intérêt à se renforcer ». Ce qui aujourd'hui, c'est plutôt ouvert, peut-être grâce aux inspirations, en effet, du Stade Toulousain ou du 15 de France, sur plus de jeux, sur des profils de mecs qui ont vraiment la vista, qui sont là pour distribuer le ballon. Et on arrive à un rugby du top 14 de la Pro D2 et rugby amateur qui est magnifique à regarder, où on a le meilleur des deux mondes. On a des mecs qui sont physiques et on a des mecs qui sont joueurs. Et ça nous fait un beau rugby qui est spectaculaire. Les mecs physiques deviennent joueurs, les mecs joueurs deviennent physiques. Et pour moi, on est à l'une des meilleures aires du rugby. Et donc, avec tout ça, on a en effet des protocoles qui sont rentrés là-dedans, où en fait, quand tu retournes sur le terrain et que c'est ton pote qui est troisième ligne, qui te voit jouer, avec qui tu as fait les bonnes bringues, et il s'avère que ce mec, il est préparateur physique, et qui te dit, là, toi et moi, on va s'y mettre. Toi et moi, on va s'y filer. Et tu vas voir qu'on va se faire du deadlift ensemble, et parce qu'on va faire du deadlift ensemble à 9 mois de ton croisé, tu vas te sentir plus fort dans les rucks, plus fort dans les mêlées, plus fort dans tes déblayages, tu vas te sentir plus fort sur la course, plus fort sur tes appuis, et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à imbriquer les mecs. Bien sûr. Il y a toujours des trous dans la raquette. Une fois de plus, je l'ai déjà évoqué. Je crois qu'on commence à être plutôt bon finalement sur les lésions musculaires. Mais si jamais le gars dit pas qu'il a mal, qu'il fait pas son renfort, il va se surpéter. On n'est pas dingue sur les épaules, sur les clavicules et sur l'instabilité des épaules, où malheureusement, oui, on est bon sur le développé couché, mais ça demande un peu de côté spécifique de réhab, vraiment assez spécifique. Et donc, sur ce chaînon manquant sur de l'épaule, on n'est pas encore ouf entre la fin de la kiné et la préparation physique. Je pense que les kinés feraient mieux de se former vraiment sur du renforcement spécifique du sportif en post-op. Et ce serait pas con que les préparateurs physiques / enseignants en APA se reforment un peu plus sur des notions d'instabilité d'épaule. C'est cette zone grise, hein. On va pas en parler, sinon on va perdre les gens qui sont pas des professionnels de santé ou des professionnels du sport, mais tu vois, moi j'ai une anecdote, j'ai bossé en Nouvelle-Zélande, au Hawke's Bay de Magpies, c'est le niveau national néo-zélandais juste en dessous du Super Rugby, tu vois. C'est pas les franchises, c'est les provinces. Et je suis arrivé là-bas en tant que return to play spécialiste, donc réathlé, quoi. Et du coup, dans le staff des prépas. Et j'étais kiné, ancien joueur pro, je me suis dit, bah attends, je connais la prépa, c'est bon. Et là, il y a le prépa en chef, le head SNC, le manager et le head physio qui me disent, attends, mon coco, là, il me faut pour ce joueur une planif sur les 3 prochains mois, avec combien de changements de direction tu fais, à quelle intensité tu les fais, ta planif du membre lésé, ta planif du membre non lésé, ta prépa du conditioning. Et là, tu fais, ah ouais, en fait, je suis nul. Je suis pas du tout un prépa, en fait, je suis un kiné. Et ça a été le début de se rendre compte de, ah ouais, en fait, je suis nul. Donc, faut se dire qu'un prépa, il est nul en kiné, mais un kiné, il est nul en prépa. Ah oui. Et commencez pas à chacun respecte son champ de compétences. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et avant de marcher sur les plates-bandes de haute, forme-toi, parce que c'est vraiment un monde, très... Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que nous, en tant que kiné, et tu vois, je suis bien placé pour le dire, parce que moi, ça va faire 7 ans que je forme des kinés, notamment à 100 exos, hein. On fait du 3x10 sans se poser de questions, et la seule chose qu'on est capable de justifier, c'est parce que c'est pratique. On peut clairement pas appliquer notre rééducation qu'on donne à mamie à un sportif, et même à un sportif amateur. Et donc,
Je pense vraiment que les kinés devraient tous un jour passer dans les mains d'un préparateur physique et un préparateur physique devrait tous passer dans les mains d'un kiné, non pas pour qu'on sache faire le métier de l'autre, mais pour qu'on se rende compte de l'écart de connaissances qu'il y a entre les deux et de se dire, en fait, j'ai plutôt bien intérêt à m'entendre avec lui pour lui renvoyer des patients et communiquer. Et je crois que c'est mon goal, mais je sens vraiment qu'on y arrive petit à petit. Oui. T'en penses, alors, tu vois, on en parlait hier avec Bruno, qui est du Stade Toulousain. Ça a été un problème énorme pour eux pendant des années. Parce qu'il l'a dit dans le podcast, donc je peux me permettre de donner ces informations très internes, mais à un moment donné, tu arrives à une décision. Bon, il reprend pas. Il joue pas. Il reprend avec le groupe l'exercice de contact ou pas. T'as les kinés qui disaient non, trop tôt. Les prépas qui disaient ah non, on peut y aller là, c'est bon, il est prêt. Le manager qui disait attends, phase finale dans 2 semaines. Si, il peut y aller. Et en fait, ils faisaient des conciliabules, des énormes staffs à 12, 13, 14, 15, et ça tournait en rond, ça durait des heures, t'arrivais pas à prendre une décision. Et maintenant, ils ont verticalisé tout ça. T'as plus que 2 mecs qui prennent la décision. T'as le responsable de la performance pour le côté prépa, t'as le responsable médical, voilà, et le manager général. Ils sont 3. Ils prennent la décision à 3 et ça reste là. Et du coup, même eux, c'est un process. Moi, j'y suis passé en 2016 au Stade Toulousain. Maintenant, c'est depuis 2 ans, 3 ans qu'ils font ça, depuis qu'il y a Alan Ryan, le directeur de la performance irlandais. Il leur a fallu 10 ans pour ne plus être dans des zones conflictuelles qui mettaient beaucoup de remous dans le staff. Il leur a fallu 10 ans pour faire ça. Alors t'imagines, un club pro qui s'occupe que de ça, il leur a fallu 10 ans pour arriver à un truc. Forcément, c'est des zones qui sont... C'est chaud. Il y a trop de contextes différents et trop de gens qui ont des visions différentes. Et avec le joueur en plus qui met la pression, plus il y a trop de choses pour que ça se passe bien. Ça va forcément créer des frictions. Voilà. Alors forcément que dans un niveau amateur, entre un rugby et un prépa, encore plus presque, moins cadré. Donc forcément ça crée des tensions. Mais je pense qu'en effet, j'ai l'impression que les deux se forment. Ben, en fait, quand, tu vois, ce qui crée de la friction, c'est que chacun est passionné en fait. Et chacun pense vouloir faire le meilleur. Moi, c'est une friction que je trouve probablement assez saine, en fait. Oui, c'est sûr que ça élève par le haut. Je crois que ça élève par le haut, même si c'est difficile, hein, je crois que ça nous élève par le haut. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'était ce que tu attendais de moi ou tu voulais que j'aille plus dans les détails des pathologies? Non, c'est bien. J'ai pas envie, j'ai envie qu'on s'attaque à d'autres sujets qui m'intéressent presque encore plus. T'as de l'exposition. Ouais. Presque équivalente en termes de réseaux sociaux à Antoine Dupont. Si, je t'assure, j'ai regardé ce matin. Et du coup, forcément, ça amène sur 1 million de personnes des gens très bienveillants, et la plupart, mais aussi des gens un peu moins bienveillants, avec de la critique, avec du jugement, avec voilà, comment tu gères cette exposition, comment tu gères le regard des autres, parce que je pense qu'il y a un parallèle vraiment à faire avec, par exemple, je citais avant le début de l'épisode, Hugo Reus, qui a été presque hyper médiatisé après ses débuts à La Rochelle et son titre de champion du monde. Donc cette surexposition, elle est parfois difficile à gérer. Comment tu l'as vécu? Très honnêtement, je crois que c'est plus confortable pour moi, ma place de surexposition, que celle d'un sportif de haut niveau. Je sais pas si c'est le parallèle auquel tu pensais, mais un sportif de haut niveau, je m'imagine toujours qu'il a son niveau d'exigence à lui, son niveau d'attente à lui, et c'est probablement celui-là le plus dur. Tu fais un bon match, t'es content. Tu fais un mauvais match, t'es dur. T'es sportif de haut niveau, je pense que t'es câblé différemment que les autres, et ton propre jugement, il est probablement très très fort. Et le public n'est que l'écho de ce que tu ressens. Tu vois, c'est comme un truc qui serait auto-centré et qui trouverait un écho de la part du grand public. Moi, j'ai l'impression que je ressens autre chose. À savoir, je suis pas tant jugé sur ma performance, en fait. Tu vois, en tant que kiné, je suis pas tant jugé par ma performance. Je vais être jugé par mes pairs, et là, pour le coup, j'ai la sensation d'être un sportif professionnel par mes pairs. C'est-à-dire que je vais prendre vraiment très à cœur les critiques des autres kinés, parce que je sais qu'ils voient. Tu vois, à eux, je peux pas la faire, en fait. Je vais pas les avoir par des jolies phrases, je vais les avoir par mes... ou pas, par mes gestes, par mes connaissances. Et donc, je suis 1000 fois plus sensible au jugement de mes pairs que par le jugement du grand public. Un grand public, quelque part, il va me dire « t'es un bon kiné, t'es un mauvais kiné », il sait pas de quoi il parle. Il va me dire « j'aime pas tes bretelles, j'aime pas ta gueule ». En fait, je m'en fous. J'ai relativement, finalement, peu de...
j'accorde relativement peu d'importance à ce que le grand public va penser de moi. Mais c'est vrai que quand moi je vais retrouver quand je suis dans des périodes de doute, dans des périodes personnelles qui sont difficiles, j'accumule de la fatigue et que le grand public, pour X raisons, de manière massive, va pas aimer un truc que j'ai fait, je vais mal le vivre. Mais vraiment, tu vois, je te parle de certaines périodes et de certains trucs. Je vais beaucoup plus me concentrer sur ce que me disent mes pairs. Je sais pas si j'ai très bien répondu, mais... Si, parce que je pense que le parallèle, il est quand même là, tu vois, parce que justement, c'était une interview de Thomas Ramos qui dit ça, pas là actuellement, mais il y a quelques semaines, quand il était encore idolâtré, alors que là, le contexte, c'est qu'il vient de jouer contre l'Angleterre, je vois des critiques de partout, alors que ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an qu'il est absolument exceptionnel, et du coup, là, tu vois que les gens, plus il y a d'attente, t'as l'impression, plus ils critiquent dans l'autre sens, et lui, il disait dans une interview il y a assez longtemps que ce qui l'importait, c'était lui, sa propre évaluation, et ensuite, quand toi tu dis ses pairs, lui c'est le reste de l'équipe, le manager de l'équipe de France et le manager du Stade Toulousain. Et grosso modo, ça s'arrête là. Je crois qu'il y a de ça. Tu vois, l'exemple de Ramos est parfait parce que Ramos, c'est un excellent joueur. Il est d'une constance incroyable. Il fait rarement des mauvais choix. Et ça ne se voit pas forcément, mais il a une capacité dans les moments durs de match vraiment à assurer ce qu'il faut assurer. Tu vois, avoir le temps où il faut créer de l'incertitude dans l'équipe adverse, il faut juste taper en touche parce qu'en fait, tu vois, là, il y a eu une phase contre les Anglais où il y a eu un moment donné où on a fait 3 allers-retours sur le terrain. Début de deuxième mi-temps. Là. Début de deuxième mi-temps. Qui est-ce qui prend le ballon, qui dit là, papa, toute mon équipe est cramée, c'est pas le moment de relancer, même si je l'ai dans les pattes et j'ai le feu dans les pattes, là, c'est le moment de taper en touche. Ce choix, il le fait en une demi-fraction de seconde. Et si vous regardez le jeu de Ramos, c'est ça en permanence. Il fait 99% du temps les bons choix. Et là où c'est dingue concernant Ramos, c'est que il a la possibilité de mettre un grain de folie. Le principe même de mettre un grain de folie, c'est que parfois, c'est prendre le risque de faire le mauvais choix. Et malgré ça, ses choix sont bons. Et là où je suis entièrement d'accord avec lui, je ne sais pas si pour le coup, tu as ressenti ça, mais concernant le 15 de France, je trouve qu'il y a un peu des footix, et c'est assez péjoratif ce que je vais dire, au sein des supporters de l'équipe de France. Je trouve que les supporters de l'équipe de France se sont footisés, et je dis pas ça pour dire le foot c'est pas bien, c'est vraiment sur le côté où les gens vont être c'est génial ou c'est pas bien. Il y a plus de regardez d'où on vient, regardez ce qu'on a construit, de prendre le temps de regarder tout ça. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je voulais dire que je suis tellement d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs la base de la création de ce média, c'était des skills, des techniques, et on veut être un média fait par les joueurs pour les joueurs, qui prend le temps d'analyser, de reculer, de juste analyser les choses. Là, tu vois, on a fait le débrief avec mon associé sur le match de l'Angleterre. On l'a fait à froid 2 jours après. On a fait, toi, quand on regarde les matchs, on met stop parce que si tu regardes jusqu'à la 80e, t'es tellement biaisé, frustré par la défaite que tu vas voir tout le match sous un angle négatif. Et non, il faut faire cet effort. Ah mais oui, il faut. C'est parfois difficile parce que t'as envie de taper la tête contre le mur à la 80e. T'as envie de dire ils sont tous nuls. Mais en fait non, c'est pas si simple. C'est comme dans la vie, c'est jamais noir ou blanc, quoi. C'est toujours gris. Et j'ai perdu où je voulais aller, mais du coup, je trouve ça intéressant forcément, la Coupe du Monde en France, les exploits d'Antoine Dupont, les JO à 7. Avant, on était quand même un peu dans un entre-soi. Oui, très entre nous. Et du coup, ça a ouvert énormément à des gens moins fans, qui vont moins en profondeur. Moins connaisseurs et très, ouais, je suis d'accord avec toi. Plus, et qui veulent juste de la victoire ou de la défaite. Ouais. Et je vais aller plus loin. Donc, moi, je suis vraiment un inconditionnel du 15 de France. Au niveau du top 14, je soutiens plutôt le Stade Toulousain, mais globalement, quand je regarde un match du top 14, j'ai juste envie de passer un bon moment. Je regarde en même temps l'UFC, et quand je regarde les supporters français, c'est presque dans l'UFC ce qu'on peut voir encore plus extrême que dans le rugby. C'est-à-dire que quand il y a un Français qui marche bien, mais on a l'impression que c'est Dieu le Père et tout le monde le soutient, il suffit qu'il perde une fois, et y compris contre un très bon, pour qu'on le défonce. Et en fait, je trouve que c'est assez triste, et je suis content pour Ramos qu'il arrive à décentrer son focus de médiatisation ou d'image sur son cercle proche que sur le grand cercle. Je vais donner 2 parallèles. Je trouve que parfois en France, les supporters français, ces footix-là, quand on va gagner, on va dire l'adversaire était nul. Quand on va perdre, on va dire on est mauvais. Et nous, on est où là-dedans en fait ? Tu vois ? Quand on gagne, c'est qu'on est bon et c'est le fruit de notre travail. Première chose. Donc en fait,
moi, en tant que supporter inconditionnel du 15 de France, quand on perd, ok, c'est une mauvaise passe, comme dans la vie. Quand on gagne, ok, c'est cool. Et je vais aller plus loin. Moi, ce que j'attends juste, ma seule attente, c'est de passer un bon moment devant le match. Mais j'ai conscience que parfois, je vais passer un mauvais moment et je suis quand même là devant mon écran parce qu'en fait, ce que je cherche à ce moment-là, c'est être avec mes enfants, faire la Marseillaise, mettre mon maillot et passer un moment. Et je vais finir là-dessus. Ça m'est déjà arrivé qu'on gagne et de passer pas un bon moment. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des défaites où je me dis, putain, c'était magnifique, j'ai vécu des trucs de dingue. Il y avait un mec qui m'avait vraiment ouvert les yeux là-dessus. Il m'avait impressionné, c'était Clément Poitrenaud. Pour la petite anecdote, ma toute première conférence, donc aujourd'hui, tu vois, j'ai déjà fait des conférences devant 700 personnes et tout. Je l'ai faite chez Tonsor et compagnie, à Toulouse. Il y avait 15 personnes et il y avait Clément Poitrenaud. Je suis un gamin des années 90, autant que pour moi, te dire que Aimance, Claire et Poitrenaud, encore aujourd'hui... Moi, je suis pas toulousain et pareil. Hein, exactement. Et là, t'imagines, tu fais ta première conf devant du monde et qui t'as au premier rang? Poitrenaud. Et le mec, hyper bonnard, hyper classe, super sympa. Il me pose des bonnes questions, hyper intéressé. Et devine quoi après? On va bouffer ensemble. Putain, incroyable. Et je bouffe avec lui. Et là, je lui pose la question. Clément, comment t'as fait? Le jour, c'était la finale de la H-Cup. Cette fameuse action. Cette fameuse action. À chaque fois que j'y repense, j'en ai des frissons. En plus, il y avait une magnifique pub. Je sais pas si tu t'en rappelles, une pub sur la Heineken Cup. J'invite les gens à la regarder. C'est un acteur, je crois, anglais. Ouais. Vous tapez pub Heineken Cup. Elle doit avoir 15 ans, 20 ans. Où c'est un mec qui parle fond noir devant une belle lumière. Je te la montrerai après. Ouais, peut-être que tu pourras la mettre en lien. Je la mettrai en lien. Elle est magnifique. J'ai pas de souvenir de cette pub. Je te l'enverrai. Je te jure, elle est magnifique. Moi, j'en ai une larme aux yeux à chaque fois que je la vois. Et du coup, il explique que, oui, il reprend le speech de un dimanche en enfer, un enfer, un dimanche de Al Pacino sur le foot américain où il dit la vie et le rugby, c'est une question de inches, c'est une question de centimètres. Et parfois, à quelques centimètres près, ça marche, à quelques centimètres près, tu la loupes. Et du coup, il y a cet essai. Ça prend tout son sens. Exactement. C'était qui? C'était Mike Cat. Je crois. Je suis pas sûr. Vraiment sur ce renvoi à la fin du match où il aplatit sous les yeux de Poitrenaud. En fait, la balle avance tout doucement et Clément Poitrenaud va attendre qu'elle passe la ligne d'en but pour pouvoir l'aplatir. Ça fait un renvoi en 22 dans le rugby. Et il attend un peu trop. Le mec arrive derrière et il marque l'essai et ils perdent là-dessus. Ils perdent là-dessus la finale. Et j'ai demandé à Clément, franchement, c'est un truc où c'est un essai casquette, hein, au moment où il faut pas faire d'essai casquette. Comment est-ce que tu fais pour t'en remettre, sachant que Poitrenaud, un peu comme Ramos, avait la folie dans les pattes. Il faisait un peu plus de mauvais choix, mais il avait aussi plus des actions incroyables. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour garder la folie quand tu t'es planté une fois aux yeux de tous? Et là, la réponse de Clément, moi, j'y repense souvent. Il me dit, en fait, tu fais comme tout le monde. Tu coupes tout. Tu coupes les médias, tu coupes les téléphones, à une époque où il y avait moins de réseaux sociaux. Et tu te centralises sur toi et sur ta famille. Et en fait, tu te rends compte que quand tu te centralises sur ton petit cercle, en fait, c'est un endroit où tu te sens en sécurité. Et j'ai passé 2 mois juste avec mes proches à me focaliser sur moi, sur mon jeu, sur ce que j'aide bien, sur ce que j'aide pas bien. Et quand je suis rentré à la saison, j'étais passé à autre chose. Les spectateurs, les téléspectateurs n'étaient pas passés à autre chose. Mais moi, j'étais passé à autre chose. Du coup, j'étais prêt à encaisser les critiques. Et j'ai trouvé que, bien au-delà du rugby, cette métaphore, elle est géniale, c'est que si à un moment donné, vous vous retrouvez exposé à de la critique, coupez tout. Oui, vous avez merdé, vous êtes humain. Et probablement que les critiques sont juste que pendant un temps, tous les gens qui vous critiquent se disent « J'aimerais pas être à sa place. Il a mis le doigt sur une insécurité que je ressens et du coup, je vais préférer lui mettre la tête sous l'eau parce qu'au moins, tout le temps où je suis en train de lui mettre la tête sous l'eau, moi, je peux respirer. » Ouais, complètement. Moi, tu vois, j'ai une règle par rapport aux critiques, ça clôturera le thème parfaitement. T'as le droit de critiquer à 2 conditions. Faut que tu puisses le dire en face au mec. Ouais. Comme s'il était en face de toi. Est-ce que vraiment, si le mec est en face de toi, tu oserais lui dire ça? Ça, c'est la première chose. Ouais, c'est intéressant. Et il faut que ce soit justifié. Ouais. Il n'y a pas de souci. Tu peux critiquer autant que tu veux. Si tu es capable de me dire, cette zone-là, sur ton jeu au pied de dégagement, à la 79e, c'était peut-être pas la bonne zone. Parce que regarde, c'est tombé directement dans ses mains. Tu vois? Donc, si tu es capable de lui dire dans les yeux et d'expliquer la critique, tu peux la dire, il n'y a pas de souci. Balance ton commentaire sur les réseaux sociaux. Sinon, franchement, tais-toi. J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup? Ah ouais, je prends. C'est mes 2 trucs parce que c'est tellement facile. Et puis, ouais. Puis en plus, là, c'est pour les supporters. T'as aussi les médias. Tellement facile de faire un titre putaclic qui fait des millions de vues sur un truc. Non, en fait. Sur les médias, je crois que t'as tout résumé. Sur les médias, en fait, c'est sur les millions de vues. En fait, les médias,
ils jouent leur propre jeu quelque part. Et leur propre jeu à eux, c'est du jeu de l'attention. Je suis pas sûr, tu vois. Avec le recul, je crois qu'on commence à aller dans une génération où tu as besoin d'établir un lien de confiance avec ton public, avec ta truc. Et je crois qu'au bout d'un moment, quand c'est trop, et que les gens le remarquent. Ce qui permet aussi, tu vois, l'ascension de plus petits médias de confiance. En fait, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu peux exister, c'est que tu capitalises sur cette confiance, sur le côté « nous, on se parle en vrai ». Tu t'identifies en mode « nous, on se parle en vrai ». Ce que n'a plus forcément des gros médias mainstream. Oui, bien sûr. Tu vois, j'ai un exemple là-dessus. On parle trop. J'ai un exemple, j'étais au Racing, métro. J'ai enregistré avec Dimitri Zarzeski et avec Justine Erhardt, qui est la responsable communication et relations presse du Racing Métro. Tu vois, et je voulais faire un peu un truc pour voir comment tu gères ce côté, les médias, ce qui rentre, ce qui sort. Justine Erhardt, elle n'a pas été joueuse, elle? Non. Son nom me dit quelque chose. Je pense pas. C'est une Alsacienne en plus de Strasbourg, Erhardt, E-H-R-H-A-R-D-T. Bonjour à toi si tu nous écoutes. Et elle, on a parlé de la communication de crise. Alors, comment communiquer si jamais il se passe quelque chose de pas bien? Comment expliquer vraiment ce qui s'est passé? Voilà, on parle de sujet qui est la communication de crise. On enregistre l'épisode, on sort l'épisode le lundi. Et le lundi matin à 8h, on sort l'épisode avec Justine Erhardt sur la communication de crise. Comment elle gérerait ça? La cover, c'est elle avec Kamisha sur un terrain en train de se faire un câlin. 8h40, il y a l'épisode de Kamisha qui sort, je sais pas si tu avais suivi, qui s'est bagarré avec des coéquipiers, qui a été renvoyé du Racing Métro. Une sacrée histoire qui a tout bouleversé au Racing, voilà. Et là, on se dit, attends, là, on a un choix, tu vois, en tant que média. Soit on profite de ça, parce que là, un peu, on a la mec de la com du Racing qui nous parle de la communication de crise, la cover, c'est elle qui fait on a les moyens de faire des millions de vues, là. Elle nous en parle de ça, elle nous fait à quel point le Racing est bien, etc. Tu pourrais... Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a discuté, on l'a appelé, on a retiré la cover, on a fait un épisode assez discret, qu'on n'a pas trop marketé sur les réseaux. Et, bah ouais, mais tu vois, et je pense que ce lien de confiance que tu fais avec les gens qui t'écoutent, mais avec les gens que tu fais, je pense qu'il est inestimable. Et c'est sûr que, ah oui, on pourrait peut-être avoir 10 000 followers en plus parce qu'on aurait fait le buzz, mais je suis pas sûr, tu vois, qu'au long terme, ça soit gagnant. Bah, tu vois, je vais te donner un autre truc. Alors, après, les gens aiment ou l'aiment pas, mais moi, j'ai fait les gens de médias. Et il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié chez les gens de médias, c'est que, quasiment l'intégralité de l'interview, je l'avais fait avec un des membres de l'équipe avant. D'accord. Et en fait, donc, comme c'est plutôt une sorte d'interview anecdote, le mec te pose plein de questions. Mais s'il te dit, OK, raconte-moi ta vie, Hugo, tu sais pas par où commencer. Par contre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire, est-ce que dans ta vie, ça t'est pas déjà arrivé, par exemple, j'imagine, t'es rugbyman, t'as forcément fait des troisièmes mi-temps un peu dingues, j'imagine que t'as certaines troisièmes mi-temps où parfois, ça finit un peu en bagarre, tu vois. Et là, comme il met les billes dans une anecdote, tu vas la raconter. Tu lui racontes le truc, il te dit, OK, ça me plaît, est-ce que tu te sentirais de la raconter? Ah ouais, je me sentirais. OK, très bien. Donc, non seulement en amont, il te pose les questions, il te regarde si ton histoire elle est intéressante, et il te demande, est-ce qu'on la garde ou pas? Et deuxième chose que les gens ne savent pas, c'est que pendant l'interview, ils te disent, si à tout moment tu nous racontes un truc sur lequel t'es pas à l'aise, tu peux t'arrêter là, et tu nous le dis, on l'enlève au montage. Si à la fin, on te l'envoie, t'as le droit de le valider, on te l'enlève au montage. Ils nous disent, nous, on préfère largement que les gens se sentent complètement à l'aise de raconter tout ce qu'ils ont à raconter, plutôt qu'ils aient l'impression d'avoir le frein à main et qu'ils ne nous racontent pas cette essence même. Et j'ai trouvé que c'était hyper rassurant. Ouais, complètement. Et je pense que de plus en plus, ce côté authentique est vrai, et lien de confiance les gens, ils veulent plus juste consommer pour consommer. Tu sens que les formats longs reviennent, tu sens qu'on est sur un shift vraiment générationnel et ça me plaît. On passe au thème suivant. J'ai regardé l'émission un dimanche à la campagne, j'ai adoré. Merci. Et tu parles aussi de cette hypersensibilité. Comment en fait, moi, ce que je veux, après tous mes enregistrements, tous les mecs qui sont champions de France, qui ont bouclé le Brennus, j'ai fait Romain Tellet avec Castres, j'ai fait Zarzeski avec le Racing, Martin Pagerello avec le Stade Toulousain, à chaque fois ils te disent, ce qui nous a fait gagner, c'est pas le rugby, c'est pas la technique. À un moment donné, c'est passé un déclic. On était un groupe qu'on n'a jamais vu. On était des frères. On était une famille. Et tu sens que vraiment, c'est ce côté-là qui à chaque fois fait la différence et c'est ce qui ressort dans tous les mecs qui ont gagné un bouclier de Brennus. Donc je me dis, attends, mais c'est pas possible. Donc en fait, ce qui te fait gagner un bouclier de Brennus, c'est pas l'entraînement, le côté technique que tu travailles H24, 7 heures par jour, tous les jours. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu creuses un peu. Il y a Talagré,
c'est un joueur du Stade Toulousain, je sais pas si tu vois, qui me dit, en fait, par exemple, au Stade Toulousain, t'as un joueur qui est Joe Tekori, qui sert juste à faire du lien entre les joueurs, qui fait des soirées, qui invite les familles, qui fait des énormes barbecues avec les gamins. Et du coup, il dit, voilà, en fait, on n'est pas juste des joueurs, on n'est pas juste des coéquipiers, on est des frères, on est des amis proches, on s'aime. Et du coup, ce côté sensibilité, émotion, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais elle a un rôle, je pense, énorme sur la performance après sur le terrain, très sous-estimé. Et toi qui es hypersensible, tu peux peut-être, et qui a pas mal ouvert les débats là-dessus, comment on fait pour créer ça? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on se dévoile? Est-ce qu'on va chercher plus loin quand on discute avec son copain du rugby? Enfin, je sais pas. C'est assez vague, hein? C'est assez vague. J'ai pas vraiment de questions précises dans ton discours. Je crois que si j'en réfère à ce que tu m'avais dit au tout début de l'épisode, tu m'avais dit peut-être plus... est-ce que tu veux reposer ta question ou pas pour le montage? Non, ok, très bien. Tu m'avais dit, Greg, dans le rugby, on a cette image un peu macho, viril. Quid de cette sensibilité qui finalement semble être un élément essentiel? Je crois qu'en fait, il n'y a pas de dualité de ce côté-là. Je crois qu'en fait, les deux vont ensemble. Si tu arrives juste sur le terrain de rugby avec ta sensibilité, on est une famille. Moi, si je vais avec ma vraie famille, mon frère, ma mère sur un terrain, on se fait découper dans tous les sens. Si je vais juste avec des mercenaires et que j'ai pas envie de faire l'effort pour le copain, bah il va pas se passer grand-chose. Alors oui, c'est sûr qu'on va avoir une ligne de défense qui va être pas mal, mais il y aura pas le truc en plus. En fait, je crois qu'il n'y a pas de dualité de ce côté-là. Je crois que le rugby est probablement un des derniers, j'ai presque envie de dire remparts, dans notre société où tout s'effrite, où on accepte cette dualité. Elle est peut-être pas forcément dite, peut-être qu'elle est un peu taboue, mais on l'accepte. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un signe, les larmes. Les larmes du rugbyman, elles sont pas cachées en fait. Que le mec pleure seul dans le vestiaire parce qu'il est déçu de son match et qu'il y a un membre du staff qui passe à côté, il va pas lui dire « Oh Minot, tu pleures pas !» Non, il va se mettre à côté. Les larmes de la victoire, quand tu as gagné ton bouclier de Brennus ou ton titre de championnat de France pour un tournoi de toucher à la con, elles sont sincères et tout le monde va les partager. Les doutes, les questionnements, en fait, c'est pour ça que je parle de rempart, c'est que pour moi, le rugby a cette beauté qu'on a très peu dans notre société, c'est qu'on tombe les masques. On est cette famille et c'est probablement ce qu'on retrouve dans une famille, c'est qu'en fait, t'enlèves ton masque de la société. Quand t'as ton short et ton maillot, que tu sois avocat ou dans le BTP ou au chômage ou en pleine dépression, globalement, on est tous là pour la même chose. Et cette beauté-là qui nous unit, certains ont besoin d'y mettre des mots, certains n'ont pas besoin d'y mettre des mots, certains en ont conscience et certains n'en ont pas conscience, mais globalement, on est tous ensemble. C'est intéressant. Donc, tu forcerais pas plus que ça, ce truc-là. C'est pour ça que, pour moi, c'est toute la beauté du rugby, c'est que moi, ça m'est arrivé, et c'est ce que j'aimais le plus, d'avoir des conversations, je refais le monde jusqu'à 4 heures du matin, avec des mecs que je n'aurais jamais croisés auparavant dans ma vie. Et de se rendre compte que, tiens, finalement, quand toi et moi, on enlève le masque, tu l'appelles sensibilité, tu l'appelles hypersensibilité, tu l'appelles équipe, tu l'appelles famille, en fait, il y a juste ce moment-là où on prend un vrai plaisir à discuter. Et tu vois, moi, c'est peut-être là-dessus que je trouve que parfois, on est un peu trop dans les stéréotypes et dans se dire... vas-y, on vient de gagner, on va juste se bourrer la gueule et faire la fête et pas penser à autre chose. Je pense que des fois, on peut aussi, ou même dans le bus, tu sais bien, ça charrie de tous les côtés, et c'est génial. Mais est-ce que des fois, il faut pas aussi des temps où, vas-y, viens, on discute un peu plus en profondeur? Et je trouve que ça, des fois, il y a pas mal d'équipes où ça manque. Alors, de plus en plus dans le rugby professionnel en plus, parce que tu as forcément des gens qui partent, qui reviennent, des étrangers, des joueurs qui sont en dehors de ta région et de peut-être ton affect personnel, mais je pense que, tu vois, aller plus loin, tu parlais de cette discussion jusqu'à 4 heures du mat et avec un mec, je pense qu'il faut peut-être aussi aller un petit peu là-dedans. Est-ce que se bourrer la gueule, parce que l'alcool, c'est quand même un sujet central dans le rugby, c'est pas un moyen plus simple d'enlever le masque? Le côté désinhibiteur de se dire, en fait, quand j'ai picolé, je me sens plus à l'aise d'être plus vulnérable, de montrer... Et toi et moi, on les a pris les tunnels avec ce mec qui est remplaçant depuis 107 ans et qui te réexplique l'intégralité de la saison 92 parce que lui, les bleus étaient genre « Oh putain, je me suis pris un tunnel alors qu'en fait, je voulais juste avec... » Tu vois, bien sûr que l'ouverture de la parole, elle est nécessaire. Et quelque part, moi, j'ai vraiment confiance dans le rugby et dans je trouve que le rugby a une force
c'est que malgré son respect des traditions, il sait sans cesse se renouveler. Peut-être pas au rythme de la société, mais il a ce côté où il arrive toujours à se renouveler. Dans l'ouverture de la parole, on en reparlera peut-être sur la fin de carrière, mais il a aussi ses limites. Il y a des sujets qu'il se sent pas d'aborder. Ouais. La fin de carrière, c'est un sujet qui est compliqué, quelque part comme la fin de vie, tu vois, dans la société où tout le monde est d'accord pour se dire qu'on va tous y passer à un moment donné, mais c'est mieux si on n'en parle pas. C'est mieux si on n'en parle pas, ouais, complètement. Non, t'as raison. Je suis vraiment d'accord. Le trop est l'ennemi du bien. On l'a vu sur ces phases dont on a parlé avant de rééducation, de remise en charge où les joueurs vont trop vite, trop fort. Il est vrai aussi, pour n'importe quel joueur finalement, qui en fait trop. Parce qu'à un moment donné, si tu veux performer dans le rugby, il faut être bon sur tes skills au poste, il faut être bon en muscu, il faut être bon en cardio, il faut être bon. Et au final, très souvent, tu vois, moi je sais que quand j'étais à 2 doigts de passer pro, t'es là, tu fais, ok, donc il y a l'entraînement avec mon équipe, il y a la muscu avec mon équipe, puis après il faut moi je fasse ma muscu pour compenser mon retard, et je veux être buteur, donc il faut que j'aille buter comme Johnny Wilkinson 6 fois par semaine. En plus de ça, mon cardio, faut que je l'améliore, et puis j'ai un petit pépin au ischio, voilà, et puis il faut que j'améliore ma passe. Et en fait, tu rajoutes, jusqu'à arriver complètement en surentraînement. C'est pas que propre au rugby, là. En ce moment, le crossfit, c'est aussi ça, parce que c'est tellement variable. Je fais un parallèle qui est peut-être pas vrai encore une fois, mais avec toi, dans cette fameuse émission, tu parlais presque d'un burn-out, parce que tu disais, voilà, je veux être kiné libéral, le soir, je fais mes contenus, je fais ci et je fais ça, et en fait, tu rajoutes. Comment trouver la juste mesure, l'équilibre dans tout ça? À quel moment tu fais des choix, et peut-être que toi, ça peut être inspirant pour les joueurs, comment tu as réussi un peu à cumuler ou à peu près faire l'équilibre de tout ça? Alors, je vois tout à fait ton parallèle, et je dirais qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est le temps. Pour faire simple, tu as 18, 19, 20, 22 ans et tu penses que tu peux percer dans le rugby. En fait, ta fenêtre de tir pour progresser et franchir la petite marche qui va faire que, elle va pas durer 15 ans en fait. Et donc à ce moment-là, oui, je crois que c'est un vrai choix de vie de se dire, je fais des sacrifices parce que c'est ça que je veux obtenir. C'est pas le même calcul quand tu as 25, 26 ans, que tu joues pour une feuille de match pour de la Fed 3. Tu vois, il y a un moment donné, tu es à un moment donné de ta vie où ta carrière, elle décollera jamais. Ok, tout le monde va venir, l'exemple de Bastaro, ok, elle a décollé pour un mec, mais elle décollera pas pour 99,9%. Donc, c'est vrai qu'il y a un choix de vie qui est parfois un peu compliqué entre le début de ta carrière pro, le début de ta vie de couple, peut-être le premier ou le deuxième enfant, et ta carrière amateur, tu vois. Et c'est là où je crois qu'il y a une difficulté à faire de se dire, je peux pas être bon partout. Et puis, il y a, tu vois, moi, je vais prendre un exemple. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit. Moi, j'ai joué de mes 12 ans à mes 29 ans au rugby. Donc vraiment, le rugby a jalonné toute ma vie. Je me suis construit grâce au rugby. J'ai fait l'école de rugby. J'avais un retard de croissance. Vraiment, le rugby m'a énormément aidé pour trouver ma place. Et j'ai rencontré mon ex-femme grâce au rugby. J'ai rencontré mes meilleurs amis grâce au rugby. Et pour être tout à fait franc, j'ai du mal à me faire des amis en dehors de ce que j'avais construit comme ami dans le rugby. Parce que le rugby est tellement propice à se faire des amis que c'est difficile dans la vraie vie. Vraiment, le rugby est central pour moi. Bien sûr. J'ai joué en Fédéral 3 et après je suis parti en Guadeloupe où on jouait à peu près au niveau honneur, promotion honneur. Où ça, en Fédéral 3 ? Au RCP 15. Quand j'étais étudiant kiné et quand je venais d'être diplômé. Pour que les gens situent à peu près. Maintenant, quand moi j'étais étudiant à 20 ans, 21 ans, il y avait des mecs qui avaient 33, 34 ans, qui avaient 1 ou 2 enfants, qui s'entraînaient avec nous 2 fois par semaine, qui faisaient les matchs et les déplacements le dimanche, plus un peu de préparation de physique. Et moi, je me rappelle, à 20 ans, me regarder en me disant « Putain, c'est comme ça que je veux. Je veux avoir tout. Je veux avoir le boulot, la femme, les gosses, le rugby et le copain. » On avance dans la vie. Tellement. C'est magnifique sur le papier. On avance dans la vie et je me suis marié. Je jouais toujours. J'ai eu un trauma crânien assez lourd qui a fait que pour la première fois, je rentrais sur le terrain, j'avais moins de plaisir et j'avais peur. Et j'ai eu ma fille. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, c'est plus ce que je veux. Le fait d'avoir mon enfant m'a complètement fait recentrer mes priorités, de me dire, en fait, je n'y arrive pas à faire mardi, vendredi, dimanche et préparation physique, à bosser en même temps, à gérer mes blessures
et à être un père. Et de l'image que je me faisais de père aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment. Je suis kiné, je bosse 50 heures par semaine. Comment c'est possible? Comment c'est compatible? Pour moi, il y a un moment donné, il faut accepter de lâcher. Mais finalement, tu vois, si tu prends tout ce que je t'ai dit, c'est pas pareil de lâcher à 21 ans quand tu penses que tu peux percer. C'est pas pareil de lâcher quand tu es en début de carrière et que tu n'as pas d'enfant. Et c'est pas pareil de lâcher quand tu as des enfants et que tu es en fin de carrière. Finalement, t'enlèves la case rugby, ça c'est fascinant, je sais pas si ça te l'a fait. Quand je jouais, je ne me rendais pas compte du temps que je consacrais au rugby. Et à partir du moment où t'arrêtes, tu te dis putain mais Quel temps. wow, C'est bien les week-ends, hein. C'est bien les week-ends. C'est bien les week-ends, hein. C'est bien de pouvoir te dire quand on te dit t'es là vendredi, dire oui. On s'organise un week-end, oui. C'est pas dans 8 semaines. C'est pas la première dispo. Incroyable. Et puis finalement, 3-4 ans plus tard, tu te dis putain, j'ai re-rempli ce vide par d'autres trucs et j'ai de nouveau 8 semaines pour valider un truc. Qu'est-ce que je pouvais bien faire avant quand j'avais le rugby, quoi. Donc, je crois que chaque période est différente. Et si je vais revenir à mon cas à moi, sur ce quasi burn-out, c'est que il y avait des trucs que je refusais de lâcher. Mais comme mon échelle de temps était pas la même, c'est-à-dire que moi, ma carrière de major mouvement, je la vois sur 20-25 ans. Donc, ma foi, j'ai une marge d'erreur qui est beaucoup plus grande. Et si jamais je vois que je prends une mauvaise direction, j'ai plus de temps pour m'en rendre compte, j'ai plus de temps pour l'ajuster, j'ai plus de temps pour lâcher des petits trucs, pour au bout d'un moment me dire « Ok, j'ai pas assez de lâcher de petits trucs, il faut que je lâche du gros truc. » C'est une construction plutôt long-termiste. J'ai une construction plus long-termiste et aussi, comment dire, gérer une carrière une fois de plus, qu'elle soit amateur ou professionnelle, c'est ton focus numéro 1. Tu vois, là où moi, professionnellement, mon focus numéro 1, c'est ma famille, mes enfants. C'est-à-dire que ma carrière de major mouvement, elle n'est que secondaire. Alors c'est celle que tout le monde voit, parce que je ne montre pas ma famille, et je ne montre pas ma famille justement parce que c'est mon truc à moi qui est le plus important. Et parce que je sais que c'est le plus important, j'ai pas envie de le donner en pâture en public, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, je trouve ça intéressant à retenir, tu vois, ce côté d'abord hors des priorités, et puis ce côté un petit peu choisir c'est renoncer. Il y a des fois c'est plus simple que d'autres en début de carrière ou en fin de carrière, c'est sûr. Mais ouais, choisir c'est renoncer, et parfois ouais, t'as pas le choix que de choisir. Sinon la vie va choisir pour toi, souvent. Et surtout, tu vois, dans cette explication, ça n'exclut pas de se dire, en fait, il y a des moments choisir c'est renoncer, mais il y a aussi des moments de se dire, en fait, ma fenêtre de tir, elle est là, et je veux pas la louper. Mais plein de fenêtres de tir. J'ai pris l'exemple de celui qui veut percer, mais on va prendre l'inverse. Celui où sa meuf lui dit « Écoute, mec, en fait, là, ça fait 2 ans que tu m'avais dit qu'on allait se marier. T'as toujours rien fait. T'as toujours pas choisi le lieu de mariage. Donc, c'est bien simple. Soit t'arrêtes de te prendre des bringues le mardi et le vendredi et d'aller à tous tes matchs le dimanche. Et tu me donnes une date pour le mariage, un lieu de mariage, parce que sinon, en fait, moi, je me casse. Là, ta fenêtre de tir, c'est pas le rugby. C'est ta vie perso. Et te poser la question « Ok, en fait, cette meuf, elle vaut le coup à ce moment-là que je lâche un peu le rugby. » Oui, c'est dur. Et oui, si tu vas aller voir tes copains, ils vont tous te dire la même chose. « Ah, mais non, elle exagère, viens, on y va, machin et tout. » Mais il faut attendre 4 heures du matin pour que le même mec qui t'a dit « Viens, entraîne-toi avec moi » et qui te dise « Putain, moi, elle s'est barrée. Et en fait, depuis qu'elle s'est barrée, je suis misérable. » Et donc, il y a des fenêtres comme ça que la vie t'accorde, que personne te dit et qu'il faut savoir saisir. Et parfois, savoir les saisir, c'est accepter de lâcher des trucs, y compris des trucs qui sont bons pour toi. Ouais, complètement. Je te rejoins. En plus, ça va faire la transition parfaite sur l'après-carrière. Tu vois, moi, si je reprends mon cas perso, c'est vrai que ma femme, franchement, elle était exceptionnelle parce qu'on est toujours été à Strasbourg. Après, le club de Strasbourg a coulé. On s'est barré à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Elle m'a suivi et on y allait ensemble. Après, on s'est barré au Fidji. Alors, ça va, le contexte est cool, mais n'empêche qu'on a fait une demi-année là-bas pour le rugby. Et après, on est reparti à Albi, puis on est reparti à Anglette. Tu passes la trentaine. On a eu notre petit là-bas au Pays Basque. Et arrive à un moment donné, tu sens que elle me l'a jamais dit, elle me l'a jamais reproché, mais tu sens que, ok, tu peux pas trop tirer sur la corde plus. Là, ça commence à devenir compliqué, loin des proches, loin des amis. Toi, t'as ce côté passion à côté, donc t'as le moteur. Et là, à un moment donné, faut rééquilibrer, tu vois. Tu peux pas trop aller dans un sens. Et en plus, ouais, à terme perso, c'est sûr que quand tu commences à avoir des enfants, bah, c'était 3 fois par semaine, des déplacements, on était en National 2, donc c'est 4e div, tu commences à faire des gros déplacements où tu pars le samedi matin, tu rentres le dimanche soir ou le lundi matin, enfin c'est des sacrifices en effet, dans une question de priorité, et du coup ce sujet de l'après-carrière, à un moment donné forcément il se vient à toi, que tu sois pro ou amateur. Comment on gère cette après-carrière? Je crois que moi j'aurais aimé qu'on me dise que c'est une petite mort. En vrai, ce qui est très dur, c'est que de la même manière qu'on
qu'on accepte la blessure. Tu vois, tu te dis la blessure fait partie du sport. Mais d'un autre côté, tu as l'impression que ça va durer en permanence. Et je pense vraiment que tu peux pas... C'est très difficile de rentrer sur un terrain de rugby et de s'investir émotionnellement avec les mecs si tu te dis en vrai, je peux arrêter sans souci. Je pense que c'est un sport, tu peux que le faire à 100%. Tu vois, typiquement, c'est assez drôle. Tu peux parfois plus te blesser à un pauvre ceinturé de merde qu'à un plaqué. Parce qu'en fait, c'est un sport, si jamais tu y vas à moitié, tu as plus de chances de te blesser que quand tu y vas pleinement. D'ailleurs, ça, je pense que c'est tous les sports. Ouais. Plus le rugby quand même. Bah, tu vois, un tennis, si tu vas à moitié... J'ai cette image du PSG avant la Ligue des Champions. À chaque fois, ils jouent les matchs à 50%, les matchs avant de Ligue 1. Oui. Et c'est là qu'il y a le plus de pété. Oui. Parce que les mecs, ils y mettent pas l'intention. Oui. Je suis d'accord avec toi. Sur l'après-carrière, ce qui est difficile, c'est que je crois qu'il y a un choix à faire qui est très individuel, qui est de se dire, est-ce qu'à la fin de ma carrière, je vais être ce mec qui pendant 20 ans va continuer à faire les déplacements avec le club, qui va continuer à faire les bringues et qui pendant 20 ans va aller prendre le petit jeune qui vient d'arriver et lui expliquer comment il a réussi à mettre le drop de la victoire en mai 92 devant un stade qui était rempli incroyable. Ou est-ce que tu vas être un vieux du club ou est-ce que tu te dire le rugby m'a donné, le rugby je lui ai donné et c'est la fin et comme une petite mort il y a un deuil à faire qui va me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans et je vais passer à autre chose. Et ce pacte, je pense que chaque joueur devrait se le dire. Moi, il s'est fait sur moi parce que je me suis blessé sur le trauma crânien. Mais finalement, j'avais le cul entre deux chaises. C'est que le rugby m'a énormément apporté. Ça m'a donné une place dans la société. Ça m'a donné une place en tant qu'individu avec mes défauts, ma petite taille, mon hyperactivité et ainsi de suite. J'ai rencontré mon ex-femme, un coup de foudre sur le terrain. On a vécu des années incroyables quand je jouais en Guadeloupe. J'ai en même temps entraîné les filles. J'ai fait partie de la sélection à 7 de Guadeloupe. J'ai fait partie de la sélection à 15 de Guadeloupe. On allait jouer à Trinidad, on allait jouer à Barbade, on allait jouer à Saint-Martin, à Saint-Barth. Génial. Incroyable. J'ai vécu des trucs incroyables. Je ne sais pas du tout ça. Ah ouais. Donc, et elle aussi, du coup, t'imagines un peu, tu te déplaces à 15, à 22 dans des paysages incroyables pour aller jouer des matchs dans des vrais stades avec des gens qui viennent vous voir. C'était juste fou tout ce que le rugby m'a apporté. Je me blesse, on déménage à Toulouse. À Toulouse, je fais un entraînement ou deux au TUC. J'ai plus l'envie, je viens d'avoir ma fille et je me regarde vraiment et je me dis, Greg, t'as 32 ans. Est-ce que tu as vraiment envie de remettre une bille dans la machine? Pourquoi repartir de zéro? Et finalement, je trouve un entre-deux qui est, je vais jouer en corpo. J'ai un pote de pote qui m'invite à jouer avec Thalès. Et le corpo a été pour moi à la fois la meilleure fin et la pire fin. C'est-à-dire que j'ai joué suffisamment à bon niveau pour avoir vraiment pris du plaisir dans le jeu. Pour me dire, en fait, j'ai pas envie de me battre dans un ruck pour qu'à la sortie, entre le 9 et 10, il y ait un en avant de merde. J'ai pas envie d'aller déblayer fort parce que le troisième ligne qui est là, en fait, il a que 6 mois de rugby et il sait pas que c'est à lui d'y aller. Et en même temps, je prends du plaisir parce que de temps en temps, je vais faire une percée de 40 mètres, mais pas parce que je suis bon, mais juste qu'en fait, mon vis-à-vis, c'était une truffe et qu'il avait que 3 mois de rugby et tu lui fais une feinte de regard. Et ça marche. Donc, cette fin en corpo m'a permis de me rendre compte que ça ressemble à du rugby, mais c'est pas le rugby que j'ai connu. Et le rugby que j'ai connu, il est fini et il ne reviendra plus. D'où le deuil. D'où le deuil. Et puis finalement, tu te dis, en vrai, j'ai beau mettre les crampons, j'ai beau avoir le ballon entre les mains, j'ai beau plaquer, j'ai beau faire les soirées d'après-match, j'ai plus le plaisir. Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin, mais il y a personne en fait qui vient te le dire. Tu vois, je crois qu'on a tous en tête peut-être ce côté de je vais finir sur une finale de championnat avec le bouclier et puis le stade va m'acclamer et je vais pleurer des belles larmes pour dire merci. Allez, je refais une saison l'année prochaine, c'est celle du titre, je vais finir là-dessus. Je crois qu'il y a peu de gens qui ont le droit à cette fin de carrière. Et je crois que quand bien même tu as cette fin de carrière, c'était tellement beau, tu as quand même envie de re-signer. Et l'autre truc que j'aurais aimé qu'on me dise, en effet, c'est sur la partie amicale. De mes 12 ans à mes 29 ans, les 2 seuls endroits où je me suis fait des amis, c'est au rugby et en école de kiné. Impossible en dehors. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, au rugby, tu peux pas tricher. En école de kiné, tu te vois à moitié à poil la moitié de l'année, dans des examens et en soirée. Au rugby, tu te vois à moitié à poil, tu peux pas tricher, tu te mets des marmites dans la gueule et en soirée. Donc en fait, pour me créer des amis, il me fallait des conditions où on tombe les masques. Dans la vraie vie, quand tu déposes tes enfants à l'école, bonjour Bernard, bonjour, ça va bien? On se prend un dîner, vendredi? Ah ouais, ce serait super, on se répond un sap. Et en fait, Bernard, il est chiant comme pas possible. En plus, il serait sûrement sympa, mais t'as pas envie. Mais en fait, t'as pas envie, parce qu'en fait, Bernard, t'as qu'une envie, c'est viens, Bernard, on va se foutre un peu sur la gueule, on va boire des canaux, et là, on va devenir amis. Mais en fait, Bernard, il a jamais fait de rugby de sa vie, et du coup, il va pas comprendre que c'est des codes. Soit on se met des canons, soit on se met à poil. Il y a deux options. Il y a deux options. Et perso, j'ai pas mis de slip. Donc tu vois, je n'ai pas appris à me faire des amis autrement qu'au travers de ces trop trucs. Et du coup, ça me donne aujourd'hui des amis où c'est compliqué. J'ai un peu cette sensation de c'est fade. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est fade parce que j'ai vécu des trucs tellement forts en dehors. Se pose une deuxième question de quid du sport. Le problème du rugby, qu'on te dit pas, c'est que c'est un sport avec une DLC. Tu peux pas faire du rugby à 50 ans. Alors oui, tu peux faire du rugby à 50 ans. Mais c'est pas le rugby que t'as connu à 20 ans, en fait. Et quand t'as goûté à ça, c'est compliqué. Donc le rugby, ça s'arrête. Ok, vers quel sport tu peux te retourner derrière? Je pense que le seul autre sport qui puisse avoir un peu ça, ça va être le handball, pour en avoir discuté avec beaucoup de patients. Mais dans le rugby et dans le handball, à mon sens, c'est les deux seuls sports où vraiment c'est très compliqué de retrouver d'autres sensations. Parce que le rugby est tellement complet. Il y a le jeu, il y a la tactique, il y a la famille, il y a l'après-match. Il y a la télé, il y a les commentaires. Bref, il y a tout ça. Aucun autre sport ne peut t'apporter ça derrière. Et donc, finalement, tu vas tester d'autres sports derrière. Oui, il y a beaucoup de rugbyman qui vont au crossfit parce qu'ils ont le dépassement physique. Tu as un peu ce goût du sang dans la bouche. Hein. Il y en a quelques-uns qui vont au jiu-jitsu brésilien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et oui, il y a le goût du combat, il y a la combativité. J'ai la chance d'être dans un bon club où, même si c'est un sport individuel, il y a un collectif. Je vais dire, t'as quand même pas cet aspect collectif. Mais pas pareil. Parce qu'en fait, sur le tatami, t'es tout seul. Alors, bien sûr, t'as tes coachs, t'as les copains qui viennent te faire voir, mais t'es tout seul. T'as les vestiaires et ainsi de suite, mais ça reste des sports individuels. Donc, je crois que c'est le deuxième deuil qui est compliqué. Donc, t'as le côté amical, mais t'as le côté sportif. Et puis, t'as ton vide dans ton emploi du temps, en fait. Et c'est difficile parce que je pense qu'en fait, tu ne peux pas l'envisager tant que tu joues. On a beau te le dire, c'est plus simple d'être dans le déni. Et je pense que, en vrai, sur cet épisode, il y a la plupart des mecs qui sont encore en train de jouer, qui auront quitté cet épisode avant. Il y a que ceux qui l'ont traversé qui disent, putain, en fait, Greg, il a raison dans ce qu'il dit. Ouais, c'est clair. Et tu vois, pour avoir enregistré avec beaucoup de gens qui avaient terminé leur carrière, j'ai trouvé une différence entre, tu parlais de deuil et du coup d'accepter et de temps libre. Il y a beaucoup de gens qui l'ont mieux vécu, j'ai trouvé, c'est pas eux qui me l'ont dit, mais que c'est des gens qui avaient beaucoup de projets directement après. Oui. Qui avaient un peu préparé ça. Dimitri Tarzinski, tu vois, il est passé sur un rôle d'entraîneur directement après. Il l'avait préparé les 2 dernières années, il faisait un rôle mix, il entraînait déjà les jeunes, et puis après ça a fait la bascule comme ça. Et du coup, il a tout de suite shifté sur un autre projet. J'ai enregistré avec David Atoub qui nous en parle, qui dit qu'il a fait une dépression. Ouais. Complète. Ouais. Pendant presque 1 an et demi, il a presque perdu sa femme, il a presque perdu... Enfin voilà, ça a été des choses ultra compliquées. J'ai l'impression que ceux qui ont absolument tout sacrifié, qui n'ont pas fait de formation annexe, qui n'ont pas... Ils arrivent là, ils font, merde. Ça arrête. Ah merde, j'ai juste mon diplôme d'entraîneur, que j'ai passé la licence pour entraîner des petits, pour avoir un peu de cash par le club. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Ah merde. Tu vois, alors j'ai trouvé quand même que ceux qui avaient une anticipation là-dessus, même si forcément ça t'enlève un peu le focus du rugby, mais ça changeait quand même pas mal de choses. Je suis d'accord avec toi. En fait, le risque, c'est que le rugby te donne beaucoup, mais peut-être aussi d'une certaine manière, il te prend beaucoup, et le rugby s'arrête. C'est vrai. Et on s'arrêtera là-dessus. Comme c'est un bon épisode, te donne beaucoup, il te prend un peu de temps, mais il s'arrête. Il y a je t'évoquais un truc. Quels sont tes projets, toi, pour l'avenir? Là, dans un projet court, moyen, long terme? Très court terme, tu vois, juste après là l'épisode, on va enregistrer toute une journée où je vais recevoir des gens dans mon cabinet de tournage et je vais traiter des cas cliniques parce que j'ai envie de développer à fond des flash formations pour les kinés. En gros, comment est-ce qu'un patient avec une douleur sacro-iliaque, tu communiques avec lui, tu le traites, tu fais tes tests cliniques et il ressort de là.
je trouve que en termes de formation kiné, j'aimerais avoir des formations qui sont courtes où pendant 1 heure, ok, sur une pathologie que tu crois souvent au cabinet, tu es vraiment un petit level up. Donc ça, je vais le tourner aujourd'hui, ça c'est à court terme, et je vais le développer tout au long de l'année. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir à développer. J'ai trouvé que derrière ce côté un peu masse média que j'ai développé avec Major Mouvement, les gens ne le voient pas, mais je reste fondamentalement passionné par mon métier. Et du coup, j'ai créé un autre compte Instagram qui s'appelle Major Formation, qui veut être dédié vraiment aux kinés ou aux préparateurs physiques qui ont envie de se... Il y a beaucoup de prépa de kinés qui nous écoutent, donc voilà, qui veulent développer leurs connaissances sur de la patho. Maintenant, je connais mes points forts, je connais mes points faibles. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais te faire une revue de littérature, c'est pas moi qui vais te faire l'approche EBP parfaitement. Moi, je vais te faire une approche clinique, simple, rapide. Une fois de plus, je suis pas le meilleur kiné de la Terre. Par contre, je pense être plutôt bon. Je suis un bon diagnosticien et je suis un bon diagnosticien clinique. Ouais. Je sais lire des trucs, des comportements, des pathologies qu'on ne t'apprend pas à l'école. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on ne te l'apprend pas à l'école que c'est naze ou est-ce que on ne te l'apprend pas à l'école qu'il faut tout jeter à la poubelle? Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Ouais, en fait, faire ce lien entre tous les jeunes qui sortent des trucs, ils sont très très forts à faire tous les tests, et faire le lien avec tout ça et mettre du lien, c'est un peu plus compliqué. Super projet, en tout cas. Ça, et puis je crois le principal, une fois de plus, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir trouvé un bon équilibre dans ma vie, perso, pro, et passer du temps avec mes enfants. Aujourd'hui, c'est de loin, mais de très très loin, ce qui me provoque le plus de joie. Et du temps... du vrai temps. Du vrai temps. Du temps de chaque instant. Tu vois, ce matin, avant de les déposer à l'école, ce soir quand je vais aller les chercher, du temps de vacances, du temps de week-end. Avec une pensée derrière, pas avec le téléphone pas loin, pas avec... Exactement. Et ça, j'en suis arrivé à ce stade-là de ma vie et il me procure tellement de joie d'être un père disponible. Je crois, c'est le plus beau des projets que je puisse mener. Ouais, complètement. Il y a beaucoup de parents qui disent « Ah, attends, on n'est pas prêt, on n'a pas la chambre, on n'a pas... » C'est pas ça, il a juste besoin de temps et d'amour. Ouais, exactement. Je suis entièrement d'accord. Un enfant, c'est du temps et de l'amour. Le reste, on s'en fout. Ouais, le reste... Et il s'en fout. Et il s'en fout. Et surtout, il s'en tape. D'avoir la belle chambre beige et le dernier vélo. Royal. Complètement. Un invité que tu aimerais bien avoir sur ce podcast, que tu connais, que tu penses qu'il pourrait être intéressant. Alors là, on va pas trop développer, mais on est vachement dans les skills, dans le détail. Et ça peut être rugby ou tout l'écosystème rugby, même assez large. Franchement, Clément Poitrenaud, si tu peux l'avoir, il est... Je l'ai creusé hier dans le staff en réunion et il m'a dit qu'on pourrait peut-être tourner quelque chose. Il est adorable. Okay. Il est adorable. Il est humble, bon gars, drôle. Trop bien. À chaque fois que je le crois, je suis trop content. Trop bien. Merci. Avec grand plaisir, c'était trop bien. C'était vraiment cool. J'ai passé un super moment. Toi, il y a 1h10 qu'on discute, j'ai pas vu le temps passer. Ah, cool, merci. Je te remercie de ton temps, de ta disponibilité. C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. De ton authenticité, je voulais le dire quand même parce que c'est intéressant. Écoute, merci. Sur ton invitation, tu vois, on s'est constaté rapidement. J'ai regardé ton contenu, je me dis j'ai trop envie de faire ça. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bye bye.